C'est un petit village d'Astérix, tu vois. Des militants sont là en permanence, jour et nuit. Du haut de ces cabanes, ils surveillent l'évolution de la situation. Le chantier est entouré par un grillage et gardé par la police. Une sirène donne le signal aux militants. C'est le top départ. Il est temps de s'approcher du chantier. Depuis une dizaine d'années, un peu partout en Europe, les incidents se multiplient entre la police et de jeunes anticapitalistes radicaux. Cagoulés et vêtus de noir, ils harcèlent les forces de l'ordre et s'en prennent aux symboles du capitalisme ou de l'État. Leur différence avec le reste de l'extrême gauche, ils n'ont pas de chef, pas d'organisation structurée. Ils ne se reconnaissent dans aucun parti ou syndicat. Et surtout, ils rejettent la notion d'État, perçue comme un appareil répressif destiné à assurer la domination du capitalisme. Ils se réclament de l'anarchisme ou d'un communisme anti-autoritaire. Ils veulent une société sans État, sans classe, sans domination, sans autorité. Les médias et le pouvoir les désignent couramment sous le terme d'ultra-gauche ou d'anarcho-autonome. En France, sous Nicolas Sarkozy, le gouvernement les a souvent présentés comme un danger. Ce sont des individus qui se caractérisent par un rejet de tout dialogue démocratique et par un discours extrêmement violent. Je n'hésiterai pas à appliquer la loi 1936 qui permet la dissolution de certains groupes ou bandes armées. Qui se cache derrière ces capuches et ces cagoules? Combien sont-ils? Jusqu'où sont-ils prêts à aller dans la violence? Sont-ils en mesure de déstabiliser les pouvoirs en place? Nous sommes allés en France, en Italie et en Grèce, à la rencontre de ces nouveaux révolutionnaires. Paris, automne 2011. C'est là que nous rencontrons notre premier contact dans le milieu anarcho-autonome. C'est un militant parisien de longue date. Nous l'appellerons Loïc. Il a 49 ans, il travaille dans l'édition et milite depuis plus de 30 ans. Par le passé, il a déjà commis des violences lors de manifestations. Alors il préfère rester anonyme. Il va nous expliquer à quoi ressemblerait la société idéale des anarcho-autonomes. L'essentiel, c'est une société sans classe, sans État et sans argent, qui se débarrasse de l'exploitation et qui vit de façon autonome, locale. C'est pas un peu utopique quand même, un peu à côté de la réalité? Pour le moment, bien sûr que si, évidemment. Mais devant la faillite totale du capitalisme ces dernières décennies, il va bien falloir commencer à réfléchir à une autre façon d'organiser la société. En France, les anarcho-autonomes regrouperaient, selon la police, environ 2000 personnes. La plupart ont moins de 30 ans et sont le plus souvent issus de classes moyennes. Loïc, l'ancien, nous met en garde. Ces jeunes sont très hostiles aux médias et il ne nous sera pas facile de les approcher. Moi, je vous parle franchement, sans souci, parce que j'ai déjà eu de bons rapports avec vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça ne va pas être facile, parce qu'il y a dans ce milieu une critique des médias. Et bon, on peut le comprendre, on peut comprendre les raccourcis que font les médias. Donc voilà, les gens ne vont pas être facilement abordables, je pense. Après des mois de prise de contact dans le milieu anarcho-autonome, deux jeunes militants parisiens acceptent de nous parler. Jeff et Fabrice ont 20 et 24 ans. On va aller prendre un café à côté. Eux aussi ont participé à des manifs violentes et préfèrent rester anonymes. L'un d'eux était à Strasbourg lors d'une manifestation qui avait dégénéré en 2009.
Ce jour-là, les anarcho-autonomes s'étaient rassemblés contre la tenue d'un sommet de l'OTAN. 28 chefs d'État américains et européens célébraient le 60e anniversaire de cette alliance militaire née de la guerre froide. L'Europe sera désormais un pilier encore plus important et plus fort de l'Alliance. Le sommet donnera lieu à la plus violente manifestation d'extrême gauche que la France ait connue ces dernières années. Pendant plusieurs heures, 2000 anarcho-autonomes, français et allemands pour la plupart, s'affrontent violemment avec la police. Des abribus sont détruits, un poste frontière saccagé, un hôtel et une pharmacie incendiés. Bilan, 49 blessés légers, 300 personnes interpellées. Les anarcho-autonomes présents à Strasbourg ne se sont jamais exprimés dans les médias. Jeff, notre militant de 24 ans, a participé aux violences ce jour-là. Il raconte. Strasbourg, c'était un peu ouais, le summum de ce que j'ai pu vivre en termes de protestation. Il y a eu des pavés qui ont été lancés, suite à quoi on a eu des tirs de grenades assourdissantes, suite à quoi il y a eu des cocktails Molotov qui ont été lancés. Là, ils ont décidé de dégager parce qu'ils n'avaient plus de gaz lacrymogène, ils étaient tellement énervés et tellement... on voulait passer quoi, et on voulait passer. Les flics se sont poussés. Voilà, affronter l'autorité avec des pavés contre un arsenal quasi militaire à base de flashballs, de grenades, etc. Et d'arriver à passer, pour moi c'est un sacré symbole. Après cette première rencontre, Jeff accepte de nous présenter d'autres militants. Rendez-vous est pris chez lui, quelque part dans Paris. Comme à chaque fois qu'ils se réunissent, ces militants se méfient de leur téléphone portable. Je récupère les portables, s'il vous plaît. Pourquoi tu veux récupérer les portables? Parce que un portable, même étant, peut être une source d'écoute. Pour les flics. Voilà, en gros. Il n'y a pas un peu de parano aussi? Non. Avec Jeff, il y a Fabrice et deux autres militants de 21 ans, Ronan et Chloé. Ces jeunes n'ont rien de marginaux. Ils ont tous un travail ou font des études. Ils sont issus de familles déjà politisées à gauche. Parents enseignants, chercheurs, syndicalistes. Ils ont commencé par le militantisme classique. Chloé, par exemple, a fait partie d'un syndicat étudiant. J'ai voulu au sein du mouvement étudiant rentrer dans un truc juste pour voir ce que ça donnait et puis je me suis bien rendu compte que ça ne servait pas à grand chose. Donc autant que je sois un électron libre plutôt que d'être dans un groupe. On n'est pas écouté, on est manipulé, tout est dosé pour que nos paroles et nos revendications ne soient pas prises en compte. À partir de là, il ne nous reste plus qu'un choix, c'est la rébellion face aux pouvoirs politiques qui sont au-dessus de nous. Pour la démocratie, c'est le peuple qui se gouverne, c'est pas le peuple qui élit des gens pour se faire gouverner. C'est hallucinant quand même. Et quand je dis que je vote pas, on va me dire mais t'es un mauvais citoyen. Je suis non, au contraire. Enfin pour moi c'est pas une bonne conscience que j'achète. Le fait de voter, c'est une attitude qui est passive. Le fait de lutter, c'est une attitude qui est active. Pas de participation aux institutions ni aux élections, mais un engagement politique dans la rue, dans les manifs, au besoin, en usant d'une certaine violence. Hier, on voit toutes les luttes qu'il y a pu y avoir, tous les acquis sociaux qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui, c'est certainement pas en étant pacifiste qu'on les a obtenus. Mais jusqu'où vous mettez la limite de la violence? Si on est dans un contexte où, par exemple, je sais pas, moi, le contexte de rêve, la population se rend compte qu'elle se fait manipuler, quelle grande surprise, et décide de prendre les armes. Oui, dans ces cas-là, je serais prêt, moi, à titre personnel, à prendre une arme et aller me battre pour que ça change. Après, est-ce que j'ai envie, là, maintenant, de tuer des flics? Certainement pas. Certainement pas. Moi, je sors casser la gueule, ça va. Voilà, je sors casser la gueule. Et pour affronter la police lors des manifs, ils ont toute une panoplie. Ça fait peur, là. Ça fait peur, c'est l'image qui fait peur. Ça, c'est bien pratique aussi. Ça te bloque littéralement tout ce qui est lacrymo, ça te fait pas chialer, tu sens beaucoup moins. Ben voilà, c'est notre lance-pierre, c'est pour les tirs de longue portée en fait. Je pense que vu les dégâts que ça fait, parce que pareil, on met pas que des cailloux dedans, c'est des roulements à billes, des fois qui font 3 cm de diamètre. Quand vous envoyez ça à pleine force, je peux vous dire qu'à 100 mètres, ça cogne. Hein.
T'aurais pas peur d'en blesser gravement un Ah si, sans doute, oui. Ouais. Je sais pas si c'est une peur, parce qu'en soi, il nous blesse aussi régulièrement, j'ai pas Pas de scrupules. pas de scrupules par rapport à ça. Je ne reviens pas à en tuer, je n'irai pas à tuer, à viser la tête, mais viser les parties basses, oui. Une semaine plus tard, nous retrouvons nos militants pour un entraînement un peu particulier. Un entraînement au combat de rue contre la police. Petite zone bien tranquille, 20 minutes de Paris, pépère. Cri de ralliement, Lola. Lola. Entendront Lola, on attaque, Lola, on recule, Lola, on attaque, Lola, on recule. Lors d'une précédente manif, ils ont récupéré une grenade lacrymogène qui n'a pas explosé. Ils vont s'en servir pour leur exercice. Objectif, simuler une attaque contre les CRS au milieu d'un nuage de lacrymogène. Voilà, merci. Voilà. Voilà. Après les exercices de simulation, les travaux pratiques. En ce jour de novembre 2011, Jeff et Fabrice nous ont donné rendez-vous près de Valognes, dans la Manche. Ils doivent participer à une manifestation contre le passage d'un train de déchets nucléaires. Demain, comme à peu près une fois par an, un convoi radioactif doit partir de l'usine de La Hague en direction de l'Allemagne. Alors que les organisations écologistes traditionnelles comme Greenpeace ont prévu de se retrouver devant la gare de Valognes, les anarcho-autonomes vont tenter d'échapper à la surveillance de la police. Leur objectif, bloquer de force le convoi. Derrière ce champ se cache un campement qui accueille quelques 300 à 400 manifestants radicaux, mais il nous est interdit de le filmer. À la nuit tombée, nous retrouvons Fabrice. Ouais, on a l'impression qu'il y a vraiment une grosse parano quand même dans le camp par rapport aux médias. On a l'impression d'être un peu... Bah oui, effectivement, les médias sont interdits sous le camp, en même temps c'est compréhensible. On est sur notre lieu de vie, notre lieu de décision, comme un peu un QG, on n'a pas forcément envie qu'il y ait la moindre information qui filtre. Après, je sais pas si on peut parler de parano, il y en a forcément un petit peu, on est toujours sous tension et oppressé, donc... Nous nous engageons à ne rien filmer sur le camp. En échange, les militants nous autorisent à passer la nuit avec eux et à suivre toute l'action à leur côté. Le lendemain, 6 h du matin, départ au flambeau. Pour atteindre la voie ferrée sans se faire repérer par la police, ils passent par des chemins de campagne. Mais à un carrefour, mauvaise rencontre. Le jour se lève, un hélicoptère des forces de l'ordre surveille les manifestants. Et lorsque les militants s'approchent trop près de la voie ferrée, les forces de l'ordre attaquent. Lacrymo à l'arrière! Lacrymo à l'arrière! Restez groupés! Il est 8 h du matin, le masque à gaz devient indispensable. Nous continuons à filmer Jeff et Fabrice, mais cela dérange certains militants. C'est moi qui filme, y'a pas de problème, il filme personne d'autre. Et non, fais-moi confiance, y'a pas de soucis quoi. Toujours ce qu'ils font, les médias, ils font toujours des conneries. On fera pas de conneries, pour l'instant on n'a pas fait de conneries. Flic! Port! Assassin! C'est bon, par ici, on avance! On avance! Jeff veut en découdre, mais un autre militant n'est pas d'accord. Il craint les représailles de la police. Faudrait les charger ici, sérieux. Là, on arrive à 50, ils vont me coller. Chacun un ou deux projectiles, ils reculent. Si on commence comme ça, c'est ce qu'on est. Là, ils te collent pas sur la gueule parce qu'ils prennent rien sur la gueule, quoi. C'est un accord tacite, hein. Si tu commences à leur jeter des cailloux, ça va pas être pareil. C'est l'accord tacite, dans la surliçon, quand tu t'en prends une, c'est pas un accord tacite. Jeff ne va pas résister. En face de lui, un CRS casqué. Les premiers cailloux volent. On entend les voix des policiers. Attention, projectile, les gars! À la mi-journée, la police tient toujours les voies.
les manifestants sont à quelques mètres seulement des rails. Les forces de l'ordre vont menacer de charger. Par petits groupes, les manifestants harcèlent la police. La police finit par charger. Les manifestants refluent. Dégâts collatéraux, un éleveur s'est fait lui aussi allègrement gazer. C'est vous qui êtes dans la maison là où il y a eu la bombe lacrymo? Ouais. Bah on s'excuse déjà, hein. C'est un peu de notre faute. Et vous avez reçu beaucoup de gaz dans les yeux apparemment? Oh bah Bodio, oui, j'en ai ramassé, ouais. Après 11 heures de manif, les militants jettent l'éponge. Dérisoire baroud d'honneur, ils brûlent des pneus sur la route. Au JT régional de France 3, les autorités qualifient les manifestants de casseurs. C'est dans tous les cas ce que nous dit le procureur de la République. On l'écoute ce matin à Cherbourg au micro de Rémi Mauger. On a arraché beaucoup de grillages, déplacé du ballast, vrillé des rails. On avait affaire à des gens qui n'étaient pas là pour s'opposer, encore une fois, mais pour casser. Le train réussira à partir, mais avec 2 heures de retard. Et cela suffit au bonheur de Jeff. C'est une très bonne manif. On rassemble autant de gens à arriver à retarder le train, à faire autant de dégâts sur les voies, etc. Je trouve ça super chouette. On y va! La manifestation n'a fait que 3 blessés légers, dont un policier. Ce jour-là, les militants n'avaient que des cailloux à opposer à la police. Parfois, ils n'hésitent pas à recourir à des armes plus sophistiquées. Quelques semaines plus tard, Jeff accepte de nous montrer sa botte secrète. Une petite bombe artisanale remplie de clous qu'il jette sur les forces de l'ordre lors de certaines manifestations. S'il est interpellé avec cet engin explosif, il risque en théorie 10 ans de prison pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste. Ah oui, quand même, hein. Bah ouais. Les petits clous, là, en fait, ils sont partis où Partout. Partout. Bon, on s'en est pas pris, c'est bien. Ouais. Il faut s'en prendre quand même. À cette distance-là, ça va encore. Mais parfois, vous les chargez plus, ça peut aller jusqu'à combien de mètres, ça? Les clous, c'est plus pour les jambes, en fait. Ouais. Plus pour les petits coups. C'est vraiment un truc... Moi, je le prends à titre personnel, plus pour un truc pour impressionner. Ouais. C'est pas quelque chose qui est fait vraiment pour blesser, hein. C'est plus pour se dégager. Ils vont à hauteur de jambe ou ils peuvent partir en l'air et Non, ils vont pas aller dans l'œil? Non, ils vont à hauteur de jambe. Mais vous êtes sûr que vous prenez toutes les précautions pour pas blesser gravement quelqu'un? Bon, bah oui. Puis après, de toute manière, s'il y a quelqu'un qui est blessé, de toute manière, a priori, c'est pas les manifestants, donc je vais pas pleurer, quoi. On peut aussi le faire en le chargeant plus, en mettant des gros clous, et là, c'est un truc qui peut faire des dégâts, voire des morts. Hein. Ah oui, bien sûr. 95, c'était des bombes à clous. Oui, je pourrais faire des grosses bombes qui pourraient tuer plein de flics. Je pourrais faire des grosses bombes qui pourraient détruire des bâtiments. Avec des produits qu'on peut trouver dans le commerce, c'est pas un souci. Seulement, je les ferai pas. Pourquoi? Parce que moi, je réponds en égalité. Enfin, je suis dans un rapport d'égal à égal dans les armes qui sont employées par la police. Les jours où ils emploieront des fusils et des flingues ou tireront à balles réelles, je n'hésiterai pas à tirer à balles réelles. Voilà. Vous savez que ça peut être considéré par la justice comme du terrorisme, ça, hein? Oui, ça peut être considéré par la justice comme du terrorisme. En même temps, qu'est-ce qui n'est pas considéré comme du terrorisme aujourd'hui? Jeff n'est pas le seul à utiliser ce genre de bombinette. L'usage d'explosifs reste rare, mais il s'est développé ces dernières années chez les anarcho-autonomes et les autorités s'en inquiètent. Depuis l'arrivée à l'Élysée de Nicolas Sarkozy en 2007, l'ultra-gauche fait figure d'épouvantail. Emblématique de cette psychose du pouvoir, l'affaire de Tarnac en 2008. Plus de 10 personnes ont été arrêtées à Paris, Rouen, dans la Meuse et à Tarnac en Corrèze, au sein d'une communauté d'ultra-gauche. Ultra-gauche, le terme fait peur. La veille, 300 policiers et gendarmes, cagoulés et armés jusqu'aux dents, ont investi le petit village corrézien de Tarnac, une centaine d'habitants à l'année. Ils arrêtent 9 militants,
suspecté d'avoir bloqué une ligne TGV à l'aide de crochets en fer posés sur les caténaires. Même si la technique employée ne pouvait pas faire de victimes, les jeunes de Tarnac sont accusés de terrorisme. L'un d'eux, Julien Coupat, fera 6 mois de détention préventive. Le lendemain de l'opération, Michèle Alliot-Marie, la ministre de l'Intérieur de l'époque, justifie les arrestations par l'engagement politique des interpellés. Ces individus se caractérisent par le rejet de toute expression démocratique et par l'appel à des mouvements violents. La démocratie ne saurait tolérer une expression qui soit radicale et qui soit violente. Nous ne la tolérerons pas et tous les services de police et de gendarmerie sont mobilisés à cette fin. 3 ans après les faits, les jeunes de Tarnac affirment qu'il n'y a aucune preuve contre eux. Ils sont toujours dans l'attente d'un procès. Pour Loïc, militant autonome depuis 30 ans, c'est un fiasco judiciaire qui illustre la volonté du pouvoir sarkozyste d'étouffer toute contestation. Il y a une grande crainte de contestation radicale, de jonction entre la colère des ouvriers licenciés, des banlieues, de la jeunesse. Et nous avons aujourd'hui au pouvoir une droite extrême qui cherche à criminaliser tout mouvement de contestation. C'est une façon de dire « ne vous révoltez pas, faites attention, ça va mal aller si vous contestez de façon trop forte l'ordre établi ». Et de fait, depuis 2007, le pouvoir demande aux services de renseignement de mettre le paquet sur les anarcho-autonomes. C'est ce que va nous expliquer ce policier récemment parti à la retraite. Pendant plus de 20 ans, il a suivi les anarcho-autonomes. C'est un des meilleurs spécialistes de ce milieu. La DCRI a mis en place des systèmes pour travailler sur l'ultra-gauche. Donc que ce soit la sonorisation d'appartements, le renforcement des groupes de filature, les écoutes téléphoniques, ou l'utilisation d'appareils qui permet de récupérer tous les numéros de téléphone sur une manifestation. Donc on fait des bases de données. Et si ensuite on fait 2, 3, 4, 10 manifs et que ce numéro revient systématiquement, ce seront considérés comme des numéros de militants contestataires. Mais pardonnez-moi, mais c'est assez grave ce que vous dites, parce que la participation à une manifestation, c'est même un droit constitutionnel, et en fait on fiche les gens qui participent à des manifestations. Voilà. On fiche des gens qui participent à une manifestation. Les anarcho-autonomes font peur au pouvoir, à tel point que le moindre petit acte de délinquance, dès qu'il implique un anarchiste, passe quasiment pour du terrorisme. Exemple, avec un événement banal survenu sur les Champs-Élysées le 10 mai 2007. 4 jours auparavant, à peine élu président, Nicolas Sarkozy avait fêté sa victoire avec des grands patrons du CAC 40 dans ce restaurant luxueux des Champs-Élysées, le désormais célèbre Fouquet's. 4 jours plus tard, devant l'établissement, un incendie de voiture, comme il y en a 40 000 en France chaque année. Mais dans ce cas, l'auteur a été interpellé et se dit anarchiste. Il s'appelle Damien Signoret. Vous reconnaissez cet endroit ? Je reconnais pas mal d'ailleurs. C'est quoi? C'est le Fouquet's. Restaurant, si t'es pas smicard, c'est pas la peine d'y aller, ça sert à rien. À l'époque, Damien a 20 ans. Il est ouvrier au chômage et est révolté par cet étalage de luxe tapageur. J'ai été cramer le capot d'une voiture devant le Fouquet's, donc juste dans la rue qui est derrière en fait. Là-bas alors? Ouais, voilà, juste dans la rue qui se trouve juste derrière. Alors elle était où la voiture en l'occurrence? C'est juste là, quoi, là où... En plus c'est bien, il y a la maison du caviar juste en face, tranquille. Damien se fait arrêter immédiatement après. Il restera 2 mois en prison. Mais il ne regrette rien. Vous vous baladez dans le quartier, vous avez un peu de trucs sur vous. Bon voilà, vous faites ce que vous avez à faire et puis c'est tout quoi. Après j'ai assumé ce que j'ai assumé, mais voilà, si c'était à refaire, concrètement je le referais. Mais ce qui inquiète la police, ce sont les relations de Damien avec des militants bien plus expérimentés. Notamment avec cet homme, Paco, 56 ans à l'époque, militant anarchiste depuis l'âge de 14 ans, présent dans toutes les manifs les plus chaudes et fiché depuis des années. Il n'était pas sur les lieux de l'incendie, mais il hébergeait Damien au moment des faits. 2 jours plus tard, la police l'interpelle à son domicile.
Alors ils sont rentrés dans la maison, ils ont commencé à fouiller partout et puis à défoncer tout dans la baraque. Ils ont trouvé quelque chose de particulier qui les intéressait, ils ont saisi des choses? Ils ont amené, puisqu'ils ne trouvaient rien, ils ont saisi des documents, pas mal de documents, des documents anarchistes, des bouquins, des livres. Paco sera entendu par des policiers antiterroristes. Les forces de l'ordre ne trouvent rien de compromettant à son domicile et pourtant, elles le considèrent comme le cerveau de cette opération. Mais Paco affirme n'avoir rien su de ce que faisait son invité, Damien Signoret. D'accord, donc il part et... Mais je ne savais pas où il est non plus, et puis je n'ai pas à le savoir non plus, quoi. C'est acquis qu'on n'a pas à se donner trop d'informations. D'accord. C'est-à-dire que les gens, quand ils viennent chez moi, ils sont libres, ils font ce qu'ils veulent, hein, ils sont responsables et libres. Hein. Vous les fouillez pas, vous les fliquez pas? Ah bah non, je ne suis pas un flic, moi. Paco est condamné à 4 mois de prison pour complicité de dégradation par incendie, sans preuve incontestable de son implication dans cette affaire. Surveillance policière accrue, interpellation de militants, justice très sévère, les anarcho-autonomes sont dans le collimateur. Pourtant, pour François, l'ancien policier spécialiste de ce milieu, la mouvance ne représente pas pour l'instant une réelle menace. En France, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'organisation de lutte armée. En plus, la particularité, c'est que c'est des attaques contre les biens. On a rarement des attaques contre les personnes. Les seules attaques contre les personnes, ce sont les forces de l'ordre en termes de manif. On n'a pas des attaques contre un responsable politique, un responsable gouvernemental. Mais ce qui fait peur au pouvoir, c'est qu'en certaines occasions, les anarcho-autonomes de toute l'Europe sont capables de se rassembler et de faire des dégâts. Par exemple, lors des grands sommets internationaux. Gênes, 2001. C'est un peu là que tout a commencé. Le 20 juillet, le port italien est en état de siège. Ce jour-là, il accueille un sommet du G8, les 8 pays les plus riches du monde. Le symbole de l'arrogance des puissants vis-à-vis des peuples pour l'extrême gauche. 300 000 manifestants affluent de toute l'Europe. Pacifiques pour la plupart, mais les esprits s'échauffent rapidement. Les affrontements commencent. Des militants filment. En quelques heures, la police perd le contrôle de la situation et se met à taper sur tout ce qui bouge. Cet après-midi-là, alors que des manifestants encerclent un véhicule des forces de l'ordre, la situation va basculer. Cri de panique, un carabinier tire. Ce manifestant allongé au sol vient de recevoir une balle dans la tête. Il meurt sur le coup. Il avait 23 ans. Il s'appelait Carlo Giuliani. Le lendemain 21 juillet, une grande manifestation a lieu en la mémoire de Carlo Giuliani. Dans toutes les rues de la ville, la colère monte contre la police, accusée d'avoir tiré délibérément. En 2 jours d'émeute, 600 manifestants ont été blessés. Une répression qui a marqué toute une génération d'Italiens.
Turin, la grande ville industrielle dans le nord-ouest du pays. C'est là que nous avons retrouvé un ancien participant aux manifestations de Gênes. Gianluca Pitavino a 35 ans. Pour gagner sa vie, il est concepteur de sites internet, mais sa principale activité, c'est la politique. C'est un des militants les plus en vue de Turin. Il nous emmène dans un des fiefs d'extrême gauche de la ville, la faculté de lettres. Donc là, c'est la salle du collectif qui... On fait des réunions, on prépare les initiatives. La répression de Gênes, c'est l'événement fondateur de son engagement politique. 11 ans après, il est encore marqué. Ils ont battu beaucoup de gens, il y a même eu quelque chose comme la torture, plus ou moins, dans les prisons, de ceux qui venaient arrêter. Bon, disons, ça m'a bouleversé, ça m'a initié à la politique. Depuis, Gianluca se passionne pour l'histoire de l'extrême gauche italienne. Une longue histoire. Il nous emmène dans une librairie politique tenue par des militants d'extrême gauche. Les autonomes, comme on les appelle en Italie. Ils seraient à peu près 10 000 aujourd'hui. Ici, on vend des livres politiques, notamment sur l'âge d'or des années 70. Souvenir nostalgique d'une révolution perdue. Ah, ça c'est belle, j'aime bien ça. Ouais. Là c'était Milan, parce que c'était l'année 76 et 77 à Milan. Tous les samedis, il y avait des cortèges comme ça. Mais là, c'est presque une guerre civile, quoi, quand ils se mettent à se tirer dessus, c'est pas loin, quoi. Ouais, bien sûr. L'Italie des années 70. C'est un mythe dans toute l'extrême gauche européenne. De la violence politique de ces années-là, le monde a surtout retenu les terroristes des Brigades Rouges et l'assassinat, en 1978, d'Aldo Moro, ancien Premier ministre. Mais le mouvement italien était bien plus large. Les autonomes étaient à peu près 100 000. Des ouvriers, des étudiants, des intellectuels se mobilisent pour renverser le pouvoir. Ils occupent des usines, des quartiers entiers. Le pays est au bord de l'insurrection. Les autonomes italiens font trembler l'État. Certains militants étaient même armés. Gianluca semble presque vivre dans le fantasme de ces années-là. Est-il pour autant partisan de la lutte armée? Il nous emmène au centre social Askatasuna, un espace occupé illégalement depuis 15 ans et autogéré par les autonomes. C'est là qu'il habite et qu'il a accepté de répondre à nos questions. Pour lui, dans les années à venir, la violence politique sera inévitable. C'est sûr qu'il y aura des émeutes, mais c'est statistique. Si on va voir Mais c'est souhaitable, par exemple? Oui, je crois que c'est souhaitable. C'est nécessaire même. C'est même pas souhaitable, c'est nécessaire. Parce que le pouvoir constitué, il obéit à une seule loi. C'est celle des rapports de force. Mais est-ce que la lutte armée, pour toi, ça peut éventuellement faire partie de la solution? Dans certaines conditions, oui. Je dis... Je trouve tout à fait normal que dans les conditions palestiniennes, il y ait des luttes armées. Mais je suis sûr que ça ne marche pas à ce moment-là, un niveau comme ça en Italie. C'est un niveau suicidaire et qui n'arrive à rien politiquement, pour moi. Pour les autonomes italiens, le combat du moment est purement local. On y va maintenant ou pas? Ce soir, réunion exceptionnelle de militants pour préparer une manifestation contre un projet de TGV Lyon-Turin, le TAV en italien. Pour ses opposants, c'est un projet inutile et désastreux pour l'environnement. Et de fait, le projet est pharaonique. Les travaux doivent durer 20 ans. La ligne Lyon-Turin devrait coûter plus de 8 milliards d'euros. Elle nécessiterait le percement d'un tunnel de 53 km sous les Alpes, plus long que le tunnel sous la Manche. Mais surtout, la ligne doit traverser une petite vallée italienne préservée, le Val de Susa, à 50 km de Turin. Dans la région, la population se mobilise depuis 20 ans contre le TAV. De tous âges, de tous milieux sociaux, ils manifestent régulièrement. Une lutte qui fait la une des journaux italiens et qui divise le pays. En 2005, les autonomes ont rejoint le mouvement. Ce qui les attire dans cette lutte populaire, c'est son potentiel révolutionnaire. Ce qui est intéressant, c'est même plus le côté écologique, ce n'est même plus les projets en tant que ça, mais c'est la force
disons, les relations humaines, les rapports sociaux qu'il a été capable d'instituer. Et cette richesse sociale et des relations qui se construit là-bas. Il a un tas vraiment de vieux retraités, des travailleurs de tout type, des enseignants, des étudiants, avec nous des centres sociaux de la ville. Et c'est un mélange très très intéressant et très très fort politiquement, et qui fait beaucoup peur d'ailleurs. Le lendemain, rendez-vous dans le Val de Souza pour tenter d'occuper le chantier. Au milieu de ces petits villages alpins, 2000 personnes manifestent contre le TAV, le TGV Lyon-Turin. Et puis la foule emprunte un petit sentier de montagne. Gianluca, pardon. Ouais. Vous expliquer pourquoi on passe par là et d'autres qui sont passés par en bas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, parce qu'en fait, là, la voie s'était bloquée juste derrière. Par la police? La courbe, ouais, par la police. Et donc, comme on veut essayer d'arriver près des chantiers et de ces barrages, de contourner, et voir, comme on a déjà fait une autre fois, une partie qui passe par le haut et une partie qui passe par en bas. La caduta in diretta, no? La manifestation se transforme en véritable randonnée sportive. Des hélicoptères de police survolent la zone. Il nous faudra plus d'1 heure pour arriver au lieu du rassemblement, tout près du chantier. Sorti de nulle part, un campement de fortune. Les habitants de la vallée l'appellent le Presidio, la forteresse en français. C'est un petit village d'Astérix, tu vois. Des militants sont là en permanence, jour et nuit. Du haut de ces cabanes, ils surveillent l'évolution de la situation. Le chantier est entouré par un grillage et gardé par la police. Une sirène donne le signal aux militants. C'est le top départ. Il est temps de s'approcher du chantier. Les forces de l'ordre sont nombreuses. Plusieurs centaines de policiers ont été mobilisés. La police commence à tirer des gaz lacrymogènes pour empêcher les manifestants de s'approcher du chantier. Mais ceux-ci se dirigent vers les policiers. On nous demande d'arrêter de filmer. Nous continuons néanmoins à tourner discrètement. Une véritable bataille rangée s'engage. Au gaz lacrymo de la police, les manifestants répliquent à coups de cailloux et de fumigènes. Les militants lancent tout ce qu'ils ont sous la main, même des troncs d'arbres. Les hélicoptères de la police arrosent les manifestants de bombes lacrymogènes. On n'y voit plus rien. L'atmosphère est irrespirable, même avec un masque à gaz. C'est la débandade. Les manifestants abandonnent leur campement de fortune. La police occupe les lieux. La bataille est terminée. Les opposants au TGV rentrent chez eux. Le soir même, l'événement est à la une de tous les JT qui insistent sur la violence de la manifestation. Encore et toujours des incidents, encore des affrontements, encore des tensions sur la question du TGV dans le Val de Souza. Le lendemain, nous nous rendons dans un des fiefs des opposants au train, Bussoleno, un bourg de 5000 habitants dans le Val de Souza. Une terre rouge, très marquée à gauche et au lieu de la résistance antifasciste pendant la Seconde Guerre mondiale. Ici, la stratégie des autonomes semble payante. Ils ont le soutien de la population locale. Là, c'est le café-librairie, le QG des opposants au TAV. Les consommateurs ne parlent que de la manif d'hier et de ce qu'ils considèrent comme une désinformation des médias. Et c'est comme ça, tu ouvres le journal, il n'y a que de la violence. Tu ouvres le site de la Stampa de Turin, d'hier, mais la Stampa c'est un grand quotidien quand même. Et là ils disent, un arsenal a été trouvé au QG des opposants au TGV. Il y avait des outils, un marteau, une pince, il y avait une hache aussi, mais c'était pour couper du bois. La violence de l'État italien, personne n'en parle. Et pourtant, ici, l'État est violent, répressif.
On a l'impression d'être de retour dans les années 20, avec l'autre chauve, là, Mussolini. Mais ça ne vous gêne pas d'être soutenu par les autonomes? Vous n'avez pas l'impression d'être manipulé? Non. Ils nous ont toujours aidés. Ils nous ont toujours aidés. Ce sont eux qui ont fait plein de manifestations de soutien. Ce sont eux qui souvent calment les vieux de la vallée. Tu vois, tu as le vieux avec une pierre dans la main et le jeune militant autonome qui arrive et le calme et lui dit de rester tranquille, tranquille, tu vois. Dans le Val de Susa, la population a trouvé avec les autonomes des alliés. Mais dans le reste de l'Italie, l'extrême gauche est loin d'avoir un tel soutien. Il y a un seul pays en Europe où les contestataires radicaux ont une véritable assise populaire, c'est la Grèce. Un pays au bord de la faillite. Depuis 2009, les plans d'austérité s'y succèdent, avec des conséquences lourdes sur la population. Un jeune sur deux est au chômage, le salaire minimum a été diminué de 22% cette année, il est aujourd'hui à 580 €. Du coup, depuis 3 ans, le pays vit au rythme de manifestations de plus en plus violentes. En première ligne, on trouve souvent les anarchistes. Les anarchistes, la Grèce, c'est un peu leur paradis. La première chose qui frappe en arrivant à Athènes, c'est qu'ils sont partout. À tous les coins de rue, le célèbre A entouré, le symbole de l'anarchisme, sur des graffitis, des affiches et même des journaux. Et avec la crise, la révolte des anards contre le pouvoir est de plus en plus populaire. Ce que veulent les anarchistes, j'aimerais bien qu'on l'ait ici. Une société sans pouvoir et solidaire. Vu la nécessité de faire tomber ce gouvernement et cette politique, je comprends leur réaction. Elle est légitime. Je suis plutôt d'accord avec eux, mais quand ils détruisent tout, c'est dommage, non? Quand les familles n'ont plus de quoi se nourrir, quand elles ont du mal à satisfaire les besoins les plus élémentaires, évidemment que la violence est justifiée. Le centre de la contestation, c'est l'école polytechnique, la plus grande faculté de sciences du pays. Un véritable sanctuaire pour l'extrême gauche. La police n'y pénètre jamais. Et les journalistes très rarement. Les caméras y sont en principe interdites. Pour pouvoir rentrer, nous nous sommes rapprochés d'un groupe de militants de la mouvance anarchiste. Vagelis a 32 ans. Il est chômeur et se définit comme anti-autoritaire. C'est lui qui nous fait entrer dans les lieux. Salut, ça va? À l'intérieur, c'est l'effervescence. Partout des stands et des slogans révolutionnaires. C'est un jour inhabituel. Les organisations d'extrême gauche commémorent le 17 novembre 1973, une date mythique pour la démocratie grecque. Les étudiants de l'école polytechnique s'étaient alors soulevés contre la dictature d'extrême droite dite des colonels, qui tombera finalement 6 mois plus tard. Dans la faculté, tout le monde se prépare à la manifestation du lendemain. Pour Vagelis et ses camarades, c'est un rendez-vous incontournable. Depuis, tous les ans, on fête la révolte de Polytechnique. Pendant 3 jours, il y a des événements et toute la jeunesse vient. Des étudiants, toutes les organisations politiques d'extrême gauche. C'est pour ça qu'il y a ces tables où ils distribuent leurs tracts, leurs journaux, jusqu'au jour du 17 novembre où ça se termine par une manifestation. Vagelis nous emmène à son QG, sur lequel flotte le drapeau rouge et noir des anarchistes. Nous sommes dans le quartier d'Exartia, à 2 pas de l'école polytechnique. Tout le monde ici l'appelle le quartier des anarchistes. Le lieu de réunion de Vagelis et de ses camarades s'appelle Nosotros, un endroit autogéré par des militants anarchistes. On y édite un journal contestataire, on y donne des cours d'alphabétisation et on s'y rencontre autour du bar. On y fait des conférences, des débats, des concerts. Et surtout, on y parle politique et révolution toute la journée.
Ici, chacun a ses raisons d'être révolté. Vous vous définiriez comme un anarchiste? Pas exactement, pas encore en tout cas. J'ai découvert le mouvement révolutionnaire à la quarantaine. Et quel âge avez-vous? 41 ans. Avant, je croyais encore que le système politique pouvait nous apporter une solution. Maintenant, j'ai bien vu qu'il en était incapable. Avant, je gagnais 1 000 € par mois. Et aujourd'hui, avec cette crise économique, le plan d'austérité qu'on nous a imposé, je ne gagne plus que 350 €. On doit trouver notre propre voie. Trouver des solutions par nous-mêmes. C'est quoi la solution? Pas de système politique. Pas de système politique du tout? Exactement. Ça va pas être évident, hein? Vu la période que l'on vit, tout le monde aujourd'hui se révolte. C'est vraiment le moment pour faire la révolution. En tout cas, c'est ce que je crois. Et vous, vous êtes pour une révolution maintenant en Grèce? Oui, bien sûr. Personnellement, j'ai toujours été pour la révolution. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tout le peuple qui veut ça. Et vous êtes prête à vous battre contre la police? Évidemment. S'ils viennent me frapper, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais leur dire ok, venez, je suis pas Jésus. La révolution et la non-violence, ça va pas ensemble. La révolution sans combat, c'est pas une révolution. Elle est prête pour le combat. On est tous prêts au combat. Mais la violence dépasse parfois le simple combat de rue. Programme car une bombe a explosé dans le centre d'Athènes. Depuis 3 ans, des policiers, des juges et un journaliste ont été assassinés. Et les attentats à l'explosif se multiplient. Des actions commises par 2 groupuscules au nom étrange, la conspiration des cellules de feu et la secte des révolutionnaires. Des groupes se réclamant de l'anarchisme, mais qui ne sont pas reconnus comme tels par le reste du mouvement. Nous demandons à Vagelis ce qu'il pense du terrorisme. Je ne suis pas forcément contre la lutte armée. Bon, la secte des révolutionnaires, ils ont fait des actions où je suis vraiment contre, parce qu'ils ont tué des gens. Pour les cellules de feu, c'est différent. Je trouve qu'ils ont choisi des cibles symboliques, sans vouloir tuer quelqu'un. Ils voulaient juste montrer leur présence et faire comprendre qu'eux aussi peuvent utiliser la violence. Donc je les regarde un peu plus positivement. Le lendemain, c'est la date anniversaire de la révolte des étudiants qui a entraîné la chute du régime des colonels. On se prépare pour la manif. Certaines se pomponnent, aux couleurs de l'anarchie, bien sûr. Tu vois, je mets un beau foulard, comme une Parisienne. Un Chanel. Ah oui, tu as vraiment l'air d'une Française. C'est comme ça qu'ils mettent leur foulard, les Français, non? Préparation de banderoles, de drapeaux, le tout dans une ambiance très festive. Et il faut aussi l'équipement de base. Lunettes de plongée et masques pour se protéger des gaz lacrymogènes ou chimiques. Nous ne sommes pas bien équipés. Les militants nous conseillent d'acheter des masques à gaz. Ce n'est pas bien difficile à trouver. Dans une grande avenue d'Athènes, un magasin de vêtements expose en devanture le kit du parfait manifestant. 13 h, c'est l'heure de la manif. Les militants de Nosotros retrouvent d'autres militants anarchistes et d'extrême gauche. Distribution de masques à gaz, même pour les plus âgés. Malgré le masque à gaz, il nous manque un ingrédient essentiel dans la panoplie du parfait manifestant grec. Fotini insiste pour nous appliquer cette pommade qui empêche les gaz de pénétrer dans la peau. Mange, mange. J'en prends un peu, je mange. Autour des militants de Nosotros et de leur drapeau, un curieux manège. À chaque manif, on achète des bâtons pour les drapeaux. Les gens, ils prennent les bâtons et ils ne les ramènent jamais.
Et aujourd'hui, on a décidé que les gens nous payent pour qu'on puisse au moins racheter des bâtons. Mais qu'est-ce qu'ils font avec ces bâtons? Oh rien, c'est de l'autodéfense. Vraiment, juste de l'autodéfense? Oui, oui, de l'autodéfense. 16h30, la manif démarre enfin. Nous sommes au milieu du cortège anarchiste. Certains manifestants cagoulés sont très jeunes. Les forces de police sont très nombreuses. Les manifestants s'approchent du Parlement. Il y a environ 8000 manifestants anarchistes. À leur passage, les badauds applaudissent. La manifestation passe tout près du Parlement, bien gardée par la police anti-émeute. Vagelis et quelques dizaines de militants se postent juste au pied de l'Assemblée nationale. Comme un défi, ils déploient une banderole anarchiste face au symbole de la démocratie grecque. Les passants continuent d'aller et venir, comme si de rien n'était. La routine en Grèce. Vagelis est inquiet. Les militants de Nosotros sont bien seuls. Les autres anarchistes qui devaient les rejoindre ont choisi un autre parcours. On leur a donné des bâtons, mais ils ne sont pas venus. Ils ne sont pas du tout préparés. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais peut-être que plus tard, en rentrant, on va s'amuser. Mais il n'y aura pas d'amusement avec la police pour les militants de Nosotros. Les forces de l'ordre sont trop nombreuses. C'est dans une rue adjacente au Parlement qu'éclateront des affrontements à coups de cocktails Molotov. La Grèce est au bord de l'insurrection et vit au rythme de manifestations de plus en plus violentes. Le 12 février 2012, lors de l'adoption par le Parlement d'un énième plan d'austérité, les anarchistes grecs, suivis par une large partie de la population, se sont très violemment affrontés avec les forces de l'ordre. Les plus déterminés ont tenté d'incendier des bâtiments. Il y a eu 45 départs de feu à Athènes. Ailleurs en Europe, on est loin de cette situation quasi insurrectionnelle. Pour l'instant. Mais les pouvoirs politiques, notamment en France, ont peur de la contagion. Si la crise s'aggravait, les anarcho-autonomes pourraient entraîner avec eux une partie de la population dans une contestation beaucoup plus radicale.